On ne gagne pas contre des puissances nucléaires. Un pays ne gagne pas contre Israël, qui en plus a la doctrine Samson, c'est-à-dire que Israël, si il dit je suis en train de perdre, mes alliés sont pas venus m'aider, eh ben je vise leur cathédrale. Donc c'est le double effet, c'est-à-dire qu'ils viseront et l'Iran et les cathédrales des pays qui l'auront pas aidé, parce que c'est ça la doctrine Samson. Donc de toute façon, une fois qu'il y a la prolifération nucléaire, une fois que la France, comme vous l'avez très bien dit, a laissé Israël avoir l'arme nucléaire, la situation elle est inextricable. Parce qu'on ne peut pas laisser l'arme nucléaire entre les mains de gens qui sont cinglés. Et je pense que les Iraniens ne sont pas. Donc moi, je serais pour que les Iraniens aient, comme le Pakistan, comme l'Inde, qui sont des pays très raisonnables. Juste une minute, parce que je veux donner la parole, enfin, je veux laisser la parole à notre ami. Si vous faites la balance entre la puissance des pays nucléaires qui sont d'un côté la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan et l'Inde, et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Israël et les États-Unis. Alors, je suis désolé, en nombre de têtes nucléaires, c'est les BRICS qui sont loin devant et les États-Unis qui sont loin derrière. Et je laisse la parole, si vous voulez. Et la France et l'Angleterre, ils n'existent plus, là. Voilà, la France et l'Angleterre, vous plaisantez, c'est 290 têtes nucléaires pour la France. Et des sous-marins nucléaires. Et des sous-marins nucléaires. Et des sous-marins nucléaires. Et des sous-marins. Non, mais il n'y a pas de débat quand on réfléchit comme vous la stratégie militaire. On peut lui demander c'est gadget. C'est très compliqué d'avoir une discussion sensée. Encore une fois. Je peux vous dire que le domaine du nucléaire, c'est quelque chose que je connais bien et que je connais certainement mieux que vous. Mais non, mais il a suffi de 2 bombes atomiques sur le Japon. Mais vous savez même pas de quoi vous parlez pour le nucléaire. Mais non, pas du tout, si vous voulez. Il faut avoir un peu de considération pour cet homme qui d'abord. Mais non, mais parce que quand tu dis que la France et l'Angleterre n'ont pas d'armes nucléaires, mais c'est catastrophique de dire ça. Je vous dis qu'ils sont à la tête de 290 têtes nucléaires. C'est énorme. C'est énorme. Comparé à l'addition de la Chine et de la Russie, c'est pas énorme du tout. Parce que si vous voulez. Mais c'est des millions de vies. Mais c'est des millions de vies. Mais nous avons, enfin, réfléchissez, nous avons 290 têtes nucléaires et en fait, nous avons 3 places où sont stockées les armes nucléaires. Je peux vous les donner et vous êtes sûrement incapable de me dire où ils sont stockés en France. Moi, je peux vous le dire. Et donc là, sur les 290 têtes, il y en a 40 qui sont dans les sous-marins et les 250 autres sont dans les stocks et la base de Montmarsan et Saint-Dizier. Alors, vous savez, je connais la stratégie nucléaire beaucoup mieux que vous et je peux vous dire que vous êtes à côté de la plaque. Mais tout à l'heure, vous avez oublié que la France en avait petit 1 et petit 2. Comme vous dites très bien, il y a 2 sous-marins nucléaires avec 40 têtes. Et en fait, il suffirait d'une seule pour déclencher un cataclysme mondial. C'est la seule chose qu'il faut savoir avec le nucléaire. La seule et unique chose qu'il faut savoir. Et si vous oubliez ça, vous oubliez tout. Vous ne connaissez rien. Si vous voulez, si on compare les connaissances que j'ai dans le domaine nucléaire et les vôtres, vous êtes très intelligent et vous êtes parfait, vous avez raison. Non, mais je peux vous dire que d'abord, les sous-marins nucléaires ne transportent pas de bombes stratégiques. Au contraire, on est forcément contre lui. Je veux dire, on est là dans un débat, on alimente le débat. Gérard, il a ses positions, il a ses chiffres, il est. Non, mais Richard, rien que ce qui vient d'être dit à l'instant est la preuve d'une parfaite méconnaissance, parce que les sous-marins nucléaires stratégiques des pays passent leur temps à naviguer avec des bombes nucléaires stratégiques par définition. Donc le fait de dire que c'est pas le cas, c'est surréaliste. Rapide introduction. Donc hier j'ai fait un débat entre guillemets et là vous allez avoir l'ensemble de mes prises de parole pendant le débat pour vraiment clarifier quelle est mon analyse, mon interprétation de la situation actuelle dans le conflit entre l'Iran et Israël. Dire que la situation de l'Iran n'est pas confortable, ça n'est pas dire que la situation de l'État d'Israël est enviable. Ce que j'essaie d'expliciter, c'est la réalité. Et la réalité, c'est qu'on a un État qui est l'État d'Israël, qui bénéficie de tous les appuis possibles des grands pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, même les pays qui sont un peu distants de l'attitude d'Israël par rapport à Gaza sont beaucoup moins distants de l'attitude d'Israël par rapport à l'Iran, parce que l'Iran, en bombardant
pas massivement, parce que ce ne sont pas des bombardements massifs. Quand on se rappelle True Promise 1 et True Promise 2, les bombardements actuels sont de petits bombardements. Il y a quelques missiles stratégiques et la plupart du temps, l'intégralité n'atteignent pas leurs objectifs. Ce sont essentiellement les missiles hypersoniques qui atteignent l'objectif, mais là, ils n'en ont pas des milliers, les Iraniens. Ils en ont peut-être des dizaines qui sont capables d'aller à une telle distance. Ce sont des missiles qui sont extrêmement coûteux, extrêmement rares, y compris pour l'Iran. L'essentiel des missiles, et je l'explique de toute façon, que les Iraniens ont, sont des missiles qui leur permettent d'atteindre un certain nombre de bases, qui leur permettent éventuellement de fermer le détroit d'Ormuz, mais qui étaient des missiles qui auraient pu aller être fournis à des milices en Irak, à la Syrie, ou en tout cas aux forces iraniennes en Syrie. C'est pour ça qu'en Syrie, il y avait beaucoup de camps militaires iraniens, mais qui n'ont cessé pendant des années d'être bombardés régulièrement par Israël, et surtout pour aller vers le Hezbollah, d'où c'était beaucoup plus simple, puisque c'est frontalier, hein, le Liban d'Israël, pour tirer Israël. L'Iran, je le rappelle, n'était pas un partenaire du tout du Hamas. C'est finalement, le Hamas s'est rendu compte que l'Iran était le partenaire fiable dans cette région pour être en opposition avec Israël, et le côté hégémonique d'Israël qui commence aujourd'hui à avoir un vocabulaire et des positions favorables à l'Iran. Mais le Hamas aujourd'hui, encore une fois, l'intégralité des chefs du Hamas ont été tués, que ce soit les chefs politiques ou les chefs militaires, puisque encore récemment, le frère de Yahya Sinwar a été tué. Il était le nouveau chef militaire du Hamas. Il a été tué de la même manière qu'hier a été tué, entre guillemets, le dernier chef militaire du Hezbollah qui était encore vraiment actif et qui continuait à avoir un certain nombre de réseaux actifs. Il a été tué parce que de toute façon, maintenant, l'essentiel des personnes qui restent au sein du Hezbollah sont de moins haut niveau que tous ceux qui ont été tués, et possiblement infiltrés, puisque ce sont des mouvements qui sont infiltrés depuis longtemps. Évidemment, les personnes qui sont là pour infiltrer ne sont pas les personnes qui avaient les pagers ou qui étaient présents dans des endroits qui ont été bombardés, comme vous pouvez le comprendre. Donc la situation en Iran, elle est délicate, aussi beaucoup parce que l'essentiel de la politique qui est en cours, c'est d'organiser un changement de régime à Téhéran, de mettre un régime du type celui du président actuel, qui est un président élu un peu sur un malentendu après la mort, très certainement par assassinat de Raisi et de son ministre des Affaires étrangères et d'un certain nombre de personnalités très haut niveau en Iran, puisque depuis 2020, depuis l'assassinat de Soleimani, mais depuis bien plus longtemps en réalité, hein, puisque ça c'est vraiment la stratégie d'Israël historique, c'est de tuer toutes les personnes qui peuvent leur faire de l'ombre. Et je vous rappelle que cette stratégie est très similaire à la stratégie des Khazars, qui est invariablement d'identifier dans une communauté les personnes qui peuvent les embêter. On peut s'interroger d'ailleurs sur la mort d'Éric Dénessé, puisque maintenant ça devient complètement absurde d'imaginer qu'il s'est suicidé. Il devient de plus en plus probable qu'il a été suicidé, et les deux sujets sur lesquels il aurait pu avoir un très fort impact, c'est qu'il connaissait parfaitement bien la situation en Iran, donc il aurait pu éviter de faire partie de cette volée de personnes absolument ridicules qui expliquent que le coup porté à l'Iran depuis le 12 juin n'est pas un coup extrêmement fort, et comprendre qu'en réalité la situation de l'Iran devient de plus en plus délicate au fur et à mesure où en plus on apprend que ce nouveau président a refusé tous les appels à travailler sur la défense commune de l'Iran vis-à-vis d'Israël. Ils ont refusé, et de la même manière avec la Chine. Donc il y a beaucoup de personnes qui prétendent qu'en ce moment il y a des ponts aériens
qui arrivent à Téhéran depuis la Chine ou depuis la Russie, c'est absolument faux. Il y a eu des avions qui sont venus. Ce n'étaient pas des avions qui venaient pour livrer quoi que ce soit en Iran. C'était des avions qui venaient pour prendre les citoyens chinois en particulier et les mettre à l'abri. La Chine, ainsi, au cours des 3 derniers jours, a rapatrié 800 citoyens chinois d'Iran vers la Chine. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça qui est en train de se passer parce que je pense que beaucoup ne mesurent pas les choses. Si jamais les Israéliens et les Américains, et je ne parle pas de Trump, je parle de l'État profond américain, je parle des sénateurs et des congressmen américains qui sont en grande majorité complètement sponsorisés par l'EPAC, surveillés par ADL, etc., etc., n'arrivent pas à ce qu'était l'objectif initial, un changement de régime avec une révolution en Iran, un pays qui rentre dans le chaos, exactement comme la Libye ou l'Irak, ou d'une certaine manière la Syrie, même si en apparence ça s'est passé dans le calme. Ceux qui ont suivi ce qui se passe depuis décembre savent qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont été tuées et tous les autres vivent dans la terreur. Mais évidemment ça, on ne vous en parle pas dans la plupart des médias. Donc on est aujourd'hui dans une situation où l'Iran est très seul. Elle a encore un certain nombre de missiles, mais si, entre guillemets, il continue durablement à résister sans ce changement de régime, on peut s'attendre au pire, parce qu'évidemment, les Américains n'ont pas du tout envie de rentrer dans un système de Vietnam avec l'Iran. Ils n'ont pas du tout envie d'avoir leur base partout dans la région visée. Ils n'ont pas non plus envie, évidemment, de voir le détroit d'Ormuz fermé et d'avoir une explosion des prix du pétrole. D'ailleurs, ils gagnent du temps en ce moment pour voir quelles sont les alternatives à Ormuz, quels sont les oléoducs ou autres qui pourraient passer par Oman et permettre de continuer à faire circuler le pétrole sans passer par le détroit d'Ormuz. Il se passe énormément de choses et je trouve regrettable qu'un certain nombre de commentateurs, un certain nombre d'analystes qui sont sans cesse sur les plateaux jouent complètement le jeu d'Israël en faisant semblant d'être des personnes qui apprécient l'Iran, qui apprécient ce pays. Parce qu'en réalité, si on apprécie quelqu'un, on ne ment pas, on ne triche pas, on dit la vérité. Et les mêmes personnes, je vous rappelle, vous disaient en septembre dernier que le Hezbollah sortirait renforcé de l'assassinat massif de Nasrallah, de tout son état-major, de Niforoucham. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, ils ont disparu et on voit bien, parce que si aujourd'hui le Hezbollah était encore là, vous imaginez bien que pour Israël la situation serait quasiment désespérée, parce qu'ils auraient 100 000 personnes qui peuvent pénétrer dans le territoire avec des motos, etc., faire un peu ce qui s'est passé dans la Syrie de Assad, avec ces groupes très mobiles qui avaient des jeeps, etc. Vous n'imaginez pas tout ce qui aurait pu se passer. Et voilà, tout ça ne se passe pas. Les caches d'armes, tout a été détruit. Tout le commandement a été détruit. Et en fait, tout ça est le fruit d'une véritable stratégie qui visait à isoler l'Iran, à l'éloigner des frontières d'Israël, ce qui n'était pas le cas avec la Syrie, et à contraindre l'Iran de ne compter. Et ce qui n'était pas du tout la stratégie de Soleimani et de tous les chefs militaires iraniens avant qu'ils soient tués les uns après les autres, que ce soit à Damas, etc., à Bagdad ou à Beyrouth, qui était le cœur de la stratégie de résilience de l'Iran, c'était son arc chiite. Quand ça disparaît, croyez-moi, tout disparaît. Et depuis septembre, le nouveau gouvernement pouvait profiter d'un parapluie de Moscou, ils ne l'ont pas fait. Alors voilà, parce que je défends cette position, parce que j'écris cette position, eh bien je suis insulté de tous les côtés. Évidemment, je suis insulté par les gens qui défendent coûte que coûte Israël, donc c'est la plupart des personnes dans les médias, parce qu'ils ne veulent pas que cette vérité soit dite, ils ne veulent pas qu'on dise que c'est un piège, que les images sont un piège, que quand les Iraniens, on voit très peu d'images, l'internet a été coupé et vous comprendrez à un moment ou un autre pourquoi on voit très peu d'images d'Iran. À l'inverse, quand on vous dit les images sont coupées en Israël parce que le pays a peur que vous les voyez, non. Pourquoi c'est coupé ?
parce que la plupart des personnes montraient que en réalité, il y avait effectivement des vagues, mais en dehors des vagues de bombardement, c'était la vie comme d'habitude, avec effectivement des traumatismes. Mais il faut imaginer la taille d'une ville comme Tel Aviv. Imaginons qu'il y ait eu au total 10 ou 20 missiles qui ont atteint des cibles à Tel Aviv. Ça veut dire 10 ou 20 blocs de maisons dans une ville qui en compte peut-être 10 000. Donc ça vous donne une idée, c'est petit, c'est effectivement très marquant parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre ça. Ils ont commencé un peu avec les Yéménites, mais bon, ça n'atteignait pas beaucoup de cibles. En revanche, les Yéménites ont perdu leur port, ils ont perdu leur centrale électrique, ils ont perdu énormément de choses et je peux vous dire que la vie au Yémen est devenue très très dure. Et je ne dis pas ça pour dire il ne faut pas se battre. Mais moi, je suis quelqu'un qui sait que quand un enfant essaie de se battre contre quelqu'un de très musclé, il n'a aucune chance et il doit trouver une autre manière de combattre. Il doit trouver une autre manière de se protéger. Il doit trouver une autre manière de se défendre. Et tous les gens qui disent « Vas-y, continue, continue, tu vas l'avoir. Tu te bats pour la bonne cause », sont en train de condamner un enfant à être broyé par quelqu'un qui est fort. La raison pour laquelle aujourd'hui les Chinois et les Russes ne peuvent rien faire, c'est parce qu'ils ont plein d'autres préoccupations. La Chine se rend compte que dès qu'elle a réouvert, entre guillemets, ses frontières, elle est réinfestée, entre guillemets, par ce système capitaliste qui est comme un cancer dans les sociétés. Les Russes, c'est pareil, ils sont loin d'en avoir fini avec l'Ukraine, ils voudraient aller plus vite, mais ça ne se passe pas. Et les États-Unis continuent à livrer beaucoup d'armes. Voilà, donc si vous voulez vraiment comprendre en général ce que j'ai à dire, abonnez-vous à ma chaîne Substack. C'est substack.com, mon nom est Bertrand55, vraiment faites-le parce que vous allez avoir quotidiennement, parfois 2 fois par jour, des lettres à lire, mais que vous pouvez écouter sur l'application et qui vous diront un peu autre chose que ce que vous entendez dans les grands médias et ce que vous entendez chez les marchands du temple de la dissidence. Alors oui, beaucoup de personnes disent vous avez peut-être un gros ego ou ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Je suis même plus à ça, si vous voulez. Écoutez si ça vous intéresse, découvrez, et puis vous ferez une opinion. Voilà, en fait, c'est juste que je ne peux plus, effectivement, supporter d'échanger avec des personnes qui sont des menteurs, des personnes qui sont de mauvaise foi, des personnes qui sont des escrocs, des personnes qui détruisent, entre guillemets, l'âme de ceux qui écoutent, et des personnes qui ont fait ça toute votre vie. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent « Ah là, je suis altruiste, je sais... hein », et puis vous vous rendez compte que la personne, depuis 40 ans, vend des blocos, des abris anti-atomiques, des machins, son fonds de commerce de faire peur aux gens et de leur vendre des bouquins sur les rayons gamma, etc., une guerre et des trucs survivalistes et ce que vous voulez. Voilà, et qui a envie de vivre après une guerre thermonucléaire dans laquelle il y a chaque pays aura envoyé des milliers de bombes atomiques. Dans la vidéo, je vous ai coupé les passages de ces personnes-là qui vous expliquent que la France n'est pas une puissance nucléaire, mais on a 290 têtes nucléaires qui sont dans des sous-marins atomiques, qui sont dans des silos prêts à être envoyés. Évidemment, on n'est pas comme les États-Unis ou la Russie avec des milliers de têtes nucléaires, mais on en a largement assez pour foutre un bordel inimaginable sur Terre. En fait, il suffirait d'en avoir 10. Si vous écoutez un peu l'actualité, le grand stress de tous les pays, c'est que, par exemple, les Iraniens mettent une bombe sale, une tête sale, donc même pas une bombe nucléaire, juste une tête sale, à l'intérieur d'un de leurs missiles balistiques. Il y a eu beaucoup de craintes venant de l'Ukraine de procéder de la sorte. Donc dites-vous bien qu'un pays qui a des bombes atomiques peut faire beaucoup de mal. En tout cas, je vous remercie. Regardez cet échange et abonnez-vous à mon Substack. Vous pouvez me contacter à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, 55 BE2LECHA2SE.com. Et toujours pareil, vous pouvez me contacter pour du miel, vous pouvez m'envoyer des chèques si vous avez envie de faire des dons ou ce que vous voulez. C'est très important. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.
pass. None shall pass. I have no quarrel with you, good tonight, but I must cross this bridge. Then you shall die. I command you, as king of the Britons, to stand aside. I move for no man. So be it. Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off, no? Now what's that then? Or at worst, you lie. Call your pansy. Victory is mine. We thank thee, Lord, that in my name. Come on, then. What? Hurt you? You're indeed brave tonight, but the fight is mine. Oh, I don't know, eh? Look, you stupid bastard, you've got the arms left. Yes, I have. Look, just a fish wound. Look, stop that, chicken. Chicken, look, I'll have your leg. Right. Right, I'll do you for that. Oh, what? Come here. What are you going to do, bleed on me? I'm invincible. You're a loony. The black knight always triumphs. Hurt you. Come on, then. All right, we're going to draw. Come, Patrick. Oh, I see. Run away. You yellow bastard. Come back here and take on coming there. I'll bite your legs off. Alors Bertrand, toi, quelle est ton analyse là-dessus? Et est-ce que d'abord, tu penses que la Troisième Guerre mondiale, on y est déjà? Et deux, quel est le scénario le plus probable que tu vois à court terme? Alors déjà, je vais juste remettre un peu de contexte. Moi, j'ai passé du temps dans l'armée. Donc j'étais avec un général 4 étoiles qui s'occupait de la mobilisation de l'armée de terre. Donc j'étais aspirant, puis je suis devenu lieutenant, puis capitaine. Ensuite, il a bossé pour moi, donc c'était un général 4 étoiles. Donc ces problématiques, je les connais un petit peu. Et comme tu l'évoquais, en fait, j'étais pendant 10 ans avec la nièce d'un président iranien. Donc on a vécu ensemble. Et j'ai été voyager en Iran, j'ai rencontré, c'est Abdossalem Bani Saad, qui est connu. Donc c'était une famille très proche de la famille du Shah, puisqu'en fait c'est Bani Saad, en fait c'est des familles royales iraniennes, mais dont un membre de la famille était beaucoup plus social, beaucoup plus proche du peuple, et il était le premier président élu en Iran. Donc je connais assez le problème de la diaspora et la situation réelle en Iran, puisque ses parents, à elle, vivent toujours là-bas. Le père possède des hôpitaux et la mère vit là-bas avec des biens qu'elle loue, etc. et au plein cœur de terre en les dos. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour comprendre ce qui se passe un peu en Iran, il n'y a pas besoin d'aller loin. Je disais que c'est juste de dire que je parle en sachant de quoi je parle. Donc à partir de 2000, on a commencé 2020, il y a eu l'assassinat de Soleimani. Donc c'était pratiquement le dernier acte politique qu'avait fait Donald Trump. Soleimani, son importance, c'est qu'en fait, il était au cœur de la stratégie dite de l'arc chiite, c'est-à-dire de prendre en fait les pays de cette région du monde à majorité chiite ou à sensibilité chiite et les coordonner. Et donc, ça allait de Beyrouth avec le Hezbollah qui était très fort, la Syrie qui avait été très secourue d'ailleurs par l'Iran et le Hezbollah pendant la guerre civile, l'Irak, et bien sûr l'Iran. Et après, il y avait des renforts au Yémen, Bahreïn, etc. Donc il a été tué. Ensuite, il y a eu d'autres généraux qui ont été tués. Mais qu'est-ce qui s'est passé au cours juste des derniers mois depuis septembre? Le Hezbollah a été complètement décapité. Ça avait commencé par les Pejars, puis il y a eu le bombardement du quartier dans lequel était Nasrallah, et le plus important général iranien, c'était Niforoucham, qui a été tué avec son état-major. Un peu avant, il y avait eu aussi un général qui avait été tué en Syrie avec 7 autres généraux dans le consulat de Damas. Niforoucham, lui, il était avec 33 officiers supérieurs iraniens quand il a été tué à Beyrouth. Donc, on a le Hezbollah qui a été détruit, la Syrie qui a eu un changement de régime, avec maintenant un régime qui dit « vous pouvez utiliser notre espace aérien pour attaquer l'Iran ». Donc effectivement, l'Iran était capable de mobiliser 5 millions de personnes, d'approcher avec
une entente avec l'Irak, avec la Syrie et avec le Liban et de pénétrer Israël par le nord, ça n'est plus possible. Vous observez d'ailleurs que le Hezbollah ne fait absolument rien parce qu'il n'existe plus. Il n'y a plus de Hezbollah au Liban et évidemment il n'y a plus de forces loyales à l'Iran en Syrie. Donc Israël est extrêmement protégé puisque en Irak il y a eu aussi 6 mois de purge, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de mouvement. Tous les leaders des mouvements qui étaient proches de l'Iran en Irak ont été liquidés en silence au cours des derniers mois parce que personne ne regardait de ce côté-là. Donc aucun de vous n'a soulevé ce problème, mais qui est arrivé depuis septembre. Non, depuis septembre. Donc qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est quoi le contexte? Il y a Israël qui a plus de 500 avions modernes et qui bénéficie de toute la logistique de l'Iran et qui, en territoire aérien absolument conquis, ils bombardent Téhéran quasiment tous les jours. Là, aujourd'hui, ils ont commencé même à bombarder la zone qui est celle supposée du blocos dans lequel est l'ayatollah Khamenei. Et pour l'instant, on n'a vu aucun avion iranien. Les Russes n'avaient pas livré les Su-35, mais même s'ils les avaient livrés, de toute façon, il n'y a pas de pilote formé et c'est pas compatible, entre guillemets, avec la manière avec laquelle fonctionne l'Iran. Parce que l'Iran, justement, comme l'a dit Gérard, veut fonctionner en autonomie militaire, sa production, ses radars, ses missiles, etc. Et on voit que c'est une grande erreur, puisque le Pakistan a réussi à repousser immédiatement l'Inde parce qu'il a utilisé le matériel de la Chine. La Russie a réussi à repousser tout l'OTAN parce qu'elle utilise un matériel que les deux pays étaient prêts à fournir à l'Iran. Le président Raisi était d'accord, c'est lui qui avait initié les relations. Le nouveau président qui a été élu a complètement changé la doctrine présidentielle en Iran. Le président actuel, petit 1, c'est lui qui, aux Nations Unies, avait rencontré Macron. C'est lui qui a prévenu le Hezbollah et leur a dit « Vous inquiétez pas, c'est tranquille. J'ai parlé à Macron, il a parlé à Netanyahou, c'est la paix. » 48 heures plus tard, ils étaient tous tués. L'ayatollah a dit « On s'est fait trahir, etc. » Sauf que ça ne saurait pas arriver avec Raisi. Et depuis, l'Iran avait refusé de signer l'annexe qui était l'équivalent d'une clause de l'article 5 de l'OTAN avec la Russie, ce qui fournissait un parapluie, parce que ça aurait impliqué un commandement militaire intégré. Et donc le fait que les Russes aient un droit de regard en fait sur l'armée, les développements militaires en Iran, il a dit non, mais on veut pas de ça. Et en plus, dans le cadre de notre négociation avec les Américains et les Européens, ils nous ont dit de ne pas créer ce type de lien avec vous parce que ça nous empêcherait de sortir des sanctions. Donc pour ne pas croire en fait, parce qu'ils ont cru l'Occident, ils se sont séparés de leur grand parti. On comprend bien. Malheureusement, il y a des problèmes. Il y a vraiment des problèmes avec toi ça capte pas puisque ça fait de connexion ce soir. Vraiment, la n'est pas stable du tout, Bertrand. Donc, si tu peux vraiment l'améliorer. Donc, petit 1, c'est vrai que quand Gérard parle de nucléaire, il y a une forme de contradiction parce qu'on peut pas dire que l'Iran va gagner et que Israël est une puissance nucléaire. On ne gagne pas contre une puissance nucléaire. Donc déjà, ça c'est le premier point. La deuxième chose, vous compariez l'Ukraine, le front pour la Russie, sauf que entre Israël et l'Iran, il y a 1500 kilomètres, puisqu'il y a des pays entre les deux. Donc on n'est pas du tout dans le même type de guerre. Donc effectivement, l'Iran a des milliers de missiles, mais il a peu de missiles balistiques qui sont capables d'aller aussi loin. En fait, une grande partie des missiles qu'avait l'Iran, c'était des missiles qui avaient vocation à être transportés vers la Syrie, vers le Hezbollah, vers d'autres endroits du monde, ou pour viser les bases américaines en Irak, les bases américaines en Arabie Saoudite ou ailleurs. C'est à ça que servent l'essentiel des missiles qu'ont les Iraniens. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé la première nuit et depuis chaque jour, c'est que les Israéliens font, avec notre support logistique, des centaines de missions jour et nuit. Et ils détruisent les rampes de lancement. Et surtout, ils ont eu des mois, comme vous l'avez bien dit, pour savoir où étaient les entrées de tunnels ici. Parce que maintenant, les derniers missiles qui ont été tirés depuis le cœur de Téhéran. On est vraiment dans un modèle comme... Écoutez, Richard, quand le Hezbollah est tombé en septembre, vous étiez tous à dire non, mais il va ressortir plus fort de ça. Il est mort.
La Syrie, ça va résister, et on vous explique pourquoi elle est tombée. À l'époque de l'Irak, c'était les mêmes raisonnements, c'est la 5e puissance du monde. Tout ça, c'est du cinéma qui ne sert qu'à donner l'impression aux Américains, aux congressmen qu'il faut en finir avec l'Iran parce qu'elle est très forte. Et collectivement, nous, on tombe dans le piège de dire que l'Iran est très forte, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'ils ont tué les plus hauts gradés de l'armée? Parce qu'en fait, traditionnellement, dans des pays comme ça, s'il y a une crise grave, que l'ayatollah était tué, il a 86 ans, hein, mais il peut être tué de plein de manières différentes. Si l'ayatollah était tué, immédiatement, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Et là, toutes les personnes qui avaient la légitimité pour prendre le pouvoir en Iran ne sont plus là. On a, pour la première fois en Iran, un président qui est ni issu du clergé, ni issu de l'armée, ni des sérails traditionnels, puisqu'il a été élu suite à la disparition bizarre de son prédécesseur. Il est médecin. Et il est plutôt un médecin qui a eu l'habitude de beaucoup voyager en Occident, qui est très proche de l'Occident, comme je le disais tout à l'heure. Donc on est dans une situation catastrophique pour l'Iran. Ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre de changement de régime. C'est comme la guerre, c'était pas pour virer le Hamas ou pour sauver les otages, c'est pour prendre entièrement Gaza, la Cisjordanie, une partie de la Libye, une partie de la Syrie. Eh bien, ce qui se passe en Iran, c'est uniquement du changement de régime pour avoir un régime qui va permettre ensuite d'organiser des guerres civiles et de dépecer tranquillement l'Iran. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps. La seule raison pour laquelle, pour l'instant, Trump essaie de limiter les choses, c'est que les Russes, effectivement, ont dû faire passer un certain nombre de messages. Et les Chinois également ont dû dire ça, on n'accepte pas. Et donc Trump a un semblant d'hésitation pour montrer à quel point il n'est pas totalement complice, parce qu'à mon avis, c'est les discussions qui ont lieu, et y compris d'ailleurs avec Ben Salman et les pays arabes, qui sont en train de réaliser dans quel piège ils sont tombés. Parce que quand Trump a fait sa visite dans les pays arabes, exprès, il n'était pas passé par Tel Aviv, genre j'ai des tensions avec Tel Aviv. Mais tout ça, ça a trompé tout le monde. C'est-à-dire que les Iraniens se sont dit, Trump empêchera une guerre. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu autant de monde dans la première nuit. Mais c'est des gens qui vont pas récupérer. Et chaque jour qui passe où ils se font bombarder comme ça, c'est terrible parce que maintenant, si vous suivez l'actualité en Iran, pratiquement en continu sur les télés, dans les radios, il y a des messages qui sont passés pour soulever le pays. Donc il y a des bandes, il y a des publicités, il y a des animations. C'est-à-dire que l'Iran n'a quasiment plus le contrôle de ce qui se passe en Iran. Et ça, je pense que vous le mesurez pas. Alors moi, j'ai des informations qui viennent d'Iran. La situation est pas du tout celle que vous racontez. Pas du tout celle que vous racontez. Le pays est au bord de la rupture. L'ayatollah, il n'est pas du tout dans la rue serein. Il est en ce moment dans un blocos et il craint pour sa vie. Alors si le pays est aussi puissant que vous le dites, aussi dangereux que vous le dites, il devrait être hyper serein en disant, comme Poutine avait dit, s'il se passe quoi que ce soit, on rase le monde. Les Iraniens n'ont pas montré cette capacité. Ils ont tiré des missiles qui n'ont pratiquement rien détruit. Rien détruit. C'était symbolique. Ils ont détruit un Tu peux pas dire rien détruit. On a vu en marge de ce qui se passe. Mais c'est pas significatif par rapport à tous les missiles qu'ils ont envoyés. J'ai droit juste de mais c'est pas significatif. Mais par rapport à tous les missiles. Le directeur du Mossad a été tué. Non. Même le directeur du Mossad a été tué dans la destruction du bâtiment à côté de Tel Aviv. Le directeur du Mossad avant-hier a été tué dans la destruction du bâtiment à côté de Tel Aviv. Vous êtes mais ça n'a pas été confirmé. Ça, c'est des bruits qui courent. Mais bien sûr, je vous le confirme, moi. Mais regardez Al Jazeera. Vous allez, si vous regardez évidemment France Culture ou tout comme ça, bon bah, on refait l'émission dans une semaine. Mais oui, bien sûr. Écoutez, l'Iran a subi une guerre de 8 ans contre l'Irak. Mais contre un pays frontalier. C'était un pays frontalier. Vous confondez tout. Il y a eu 2 millions de morts. 2 millions de morts. Et vous croyez qu'ils ont changé c'était des pays frontaliers. Des pays frontaliers. On parle de choses pas comparables. Bon, on va juste, des pays frontaliers. On va juste faire une petite pause là concernant ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même très intéressant en disant que Trump, en fait, il trompe son monde. D'après toi, en tous les cas. Et alors, on pense il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même. Il est complètement l'union sacrée. Elle ne peut se faire que derrière des leaders charismatiques. Les leaders charismatiques que l'Iran avait, ils sont tous morts. Il reste un leader, un seul. C'est l'ayatollah Khamenei, qui a 86 ans
et qui est caché dans des bunkers. Et donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ce sont également des pays fiers. Et se rallier derrière un président dont ils réalisent qu'en fait, il les a mis dans cette situation, c'est sous ce président que Haniyeh a été tué à Téhéran. C'est sous ce président que le Hezbollah est tombé. C'est sous ce président que la Syrie est tombée, sans qu'il ne fasse rien. Donc aujourd'hui, faire l'union sacrée derrière quelqu'un qui a dépecé ton pays, c'est difficile. Les seules personnes qui restaient crédibles, c'était les chefs de l'armée, et dans tous les états-majors de l'armée, pas une partie des états-majors, dans tous les états-majors, les patrons ont été tués, leurs bras droits ont été tués, et aujourd'hui, les remplaçants commencent à être tués. C'est-à-dire qu'on a déjà 5 des personnes qui venaient d'être désignées, qui, dans la foulée de leur nouvelle désignation, ont été tuées immédiatement. Ce qui prouve le degré d'infiltration du Mossad, mais ce qui veut dire aussi qu'avec de l'argent, ils ont sans doute pu trouver une 5e colonne en Iran qui y trouve de l'intérêt. Parce que ce qu'on voit en ce moment se passer aux États-Unis et partout, c'est qu'ils mettent en avant, comme vous l'évoquiez, des personnes qui pourraient être légitimes pour prendre le pouvoir, arriver triomphalement en Iran, Pahlavi ou Reza Pahlavi, des gens comme ça. Sauf que là, les Iraniens ne seront pas dupes. Ils rejetteront cette personne. Mais ils n'ont pas de chef légitime en ce moment. Il n'y a personne. On trouve pas dans un pays, et on voit bien en France, regardez, qui aujourd'hui est un leader politique en France réellement important. Ben, en Iran, c'est pareil. Il y a personne, ils ont été vitrifiés. Nous, c'est Macron qui s'en est chargé. Là, c'est Israël qui s'en est chargé en Iran. Il faut juste avoir conscience de ça. Parce qu'à partir de là, on peut parler d'une guerre longue, on peut parler de plein de choses, mais on est sur une base solide. Il est l'heure de passer avec Anna. Petit 1, j'ai pas dit que les Américains gagnaient toujours, je ne pense pas. Quand c'était repris. Mais juste pour le Vietnam, aujourd'hui, le Vietnam, il est partenaire de qui? Le Japon est partenaire de qui? Parce qu'en fait, ce qu'il faut observer, c'est pas la guerre, c'est l'impact de la guerre. C'est quel est l'arbre et quels sont les fruits qui vont s'en sortir. Quand les Américains ont fait des guerres contre ces pays-là, ces pays sont devenus leurs alliés. Il faut bien voir que à Hiroshima, depuis pas mal d'années, les Américains sont accueillis comme des libérateurs et les Russes sont même plus invités, alors que c'était pas les Russes qui ont mis des bombes atomiques sur le Japon. Donc c'est plus compliqué que ça, la guerre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et qui a gagné ou perdu une guerre, c'est encore plus compliqué que la manière avec laquelle c'est présenté. Parce que justement, le Vietnam, comme la Russie après la Deuxième Guerre mondiale, sont des pays qui sont tellement affaiblis qu'en fait, ils sont obligés de se retourner vers celui qui contrôle l'argent, celui qui imprime l'argent et celui qui a le contrôle sur la dynamique du monde et qui est encore, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui les États-Unis. Donc, concernant l'Iran, le problème, encore une fois, mais demandez à n'importe quel militaire, il vous le dira dans n'importe quel pays du monde, c'est une fable de dire qu'on peut remplacer du jour au lendemain au pied levé les militaires les plus hauts gradés dans un pays. Ça n'existe pas. Même en Chine, ça n'existe pas. Quelqu'un comme Xi Jinping, par exemple, ou comme Vladimir Poutine, il y en a combien dans une génération dans un pays comme la Russie? Si il meurt, il est très difficile à remplacer. Eh bien, le général Soleimani est quelqu'un que ils n'ont pas réussi à remplacer. Le général ensuite Niforoucham qui est mort, il n'était pas facile à remplacer et ils ne l'ont pas remplacé. Ils commençaient à avoir des généraux qui prenaient de l'envergure. Un enfant qui sera facile à remplacer, ce sera Netanyahou. Celui-là, il n'y aura aucune difficulté pour le remplacer. Mais Gérard, arrêtez. Vous avez la. Non, mais c'est à Marc pour équilibrer un peu le temps de parole. Marc, toi, est-ce qu'on ne peut pas craindre, et là, ça rejoint la question que je me pose aujourd'hui, des attaques sous faux drapeau qui permettraient en fait de légitimer l'entrée en guerre des Américains? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé à Washington il y a quelques jours. Il y a eu ce double assassinat de 2 personnes de l'ambassade israélienne. Mais très étonnamment, les enquêteurs américains ont jamais pu avoir les corps parce qu'en fait, ils étaient partis quasiment instantanément du musée vers Israël. Donc, est-ce que ça cache quelque chose ou pas? En tout cas, vous avez remarqué que c'est quelque chose dont on a énormément parlé, qui a disparu de l'actualité, comme l'attentat d'Annecy, comme d'autres choses, en fait, qui ont défrayé la chronique, qui ont permis de faire avancer un certain nombre de lois. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, puisque dans la foulée, Trump s'est complètement positionné pour l'interdiction des étrangers
musulmans, pour l'interdiction de ceux qui soutenaient la Palestine, etc. Alors, ce que dit Gérard sur le 7 octobre, c'est vrai, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la logique du 7 octobre, c'était de faire que le Hezbollah crée des images pour que pendant quelques jours, le monde entier qui les intéresse leur donne l'autorisation de commencer cette guerre. Eh bien, c'est exactement, Gérard, ce qui vient de se passer avec l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran a été provoqué très durement, et au lieu de ne pas réagir, de ne pas tomber dans ce piège où vous trouvez que c'est génial, eh bien, ils ont foncé. Ils sont en train de créer les images qui font que, contrairement à ce que vous dites, dans les pays qui comptent, dans les endroits qui comptent, c'est-à-dire essentiellement aux États-Unis, au Congrès et au Sénat américain, eh bien, il y a des images qui disent ils sont en train de faire souffrir Israël, on doit s'impliquer avec eux. Donc Trump, aujourd'hui, chez les Républicains, il y a 70% des gens qui disent il faut taper, il faut finir le job qu'ont commencé les Israéliens, parce que regardez la puissance des Iraniens, mais qui est une fausse puissance. Quand vous dites qu'ils sont capables de tenir des semaines, mais dans 2 ou 3 jours, il y aura plus de missiles. C'est comme l'Irak de Saddam Hussein. Il y avait des gens comme vous qui racontaient la même chose à l'époque. Mais c'est comme ça. Je sais que vous avez beaucoup de fans, parce que les gens ont envie de croire ce que vous dites. Et moi, ce que je dis, évidemment, les gens n'ont pas envie de le croire, parce que les gens qui sont dans cette émission, ils sont comme vous, ils sont comme moi, ils aimeraient bien qu'Israël perde, et que enfin le monde se calme, et que Israël, en tant que pays, puisse vivre heureux, mais qu'il n'ait plus à sa tête des gens comme Netanyahou qui ont envie de détruire la région. Mais la réalité, c'est pas ça. Vous raisonnez exactement comme un petit gamin qui est face à un mec hyper musclé, qui a l'arme nucléaire, qui a des armes. Non, mais laissez-moi finir. Et le petit gamin, en fait, il est là, il donne des petits coups, et le mec le démonte à chaque fois, il lui donne des coups énormes, et le public, comme vous, lui dit, allez, retourne au combat, tu te bats pour nous tous, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne. La raison pour laquelle Poutine s'en sort très bien aujourd'hui, et la raison pour laquelle il a attendu si longtemps avant d'aller dans le Donbass, c'est qu'il a attendu d'être prêt. Mais même en étant prêt, c'était difficile. Il a eu besoin de Wagner, il a eu besoin des Tchétchènes, il a besoin des Coréens, il a eu besoin des armes iraniennes, il a besoin de beaucoup de choses. Parce que l'OTAN est pas si faible qu'on a envie de croire. Et surtout, il est nucléaire. Comme Richard le rappelait, il y a très peu de puissances nucléaires en dehors de l'OTAN. Et elles ont un petit arsenal. On ne gagne pas contre des puissances nucléaires. Un pays ne gagne pas contre Israël, qui en plus a la doctrine Samson, c'est-à-dire que Israël, si il dit je suis en train de perdre, mes alliés sont pas venus m'aider, eh ben je vise leur cathédrale. Donc c'est le double effet, c'est-à-dire qu'ils viseront et l'Iran et les cathédrales des pays qui l'auront pas aidé, parce que c'est ça la doctrine Samson. Donc de toute façon, une fois qu'il y a la prolifération nucléaire, une fois que la France, comme vous l'avez très bien dit, a laissé Israël avoir l'arme nucléaire, la situation elle est inextricable. Parce qu'on ne peut pas laisser l'arme nucléaire entre les mains de gens qui sont cinglés. Et je pense que les Iraniens ne sont pas. Donc moi, je serais pour que les Iraniens aient, comme le Pakistan, comme l'Inde, qui sont des pays très raisonnables. Juste une minute, parce que je veux donner la parole, enfin, je veux laisser la parole à notre ami. Si vous faites la balance entre la puissance des pays nucléaires qui sont d'un côté la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan et l'Inde, et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Israël et les États-Unis. Alors, je suis désolé, en nombre de têtes nucléaires, c'est les BRICS qui sont loin devant et les États-Unis qui sont loin derrière. Et je laisse la parole, si vous voulez. Et la France et l'Angleterre, ils n'existent plus, là. Voilà, la France et l'Angleterre, vous plaisantez, c'est 290 têtes nucléaires pour la France. Et des sous-marins nucléaires. Et des sous-marins nucléaires. Et des sous-marins nucléaires. Et des sous-marins. Non, mais il n'y a pas de débat quand on réfléchit comme vous la stratégie militaire. On peut lui demander. C'est pile gadget. C'est pile gadget. C'est très compliqué d'avoir une discussion sensée. Encore une fois. Je peux vous dire que le domaine du nucléaire, c'est quelque chose que je connais bien et que je connais certainement mieux que vous. Mais non, mais il a suffi de 2 bombes atomiques sur le Japon. Mais vous savez même pas de quoi vous parlez pour le nucléaire. Mais non, pas du tout, si vous voulez. Il faut avoir un peu de considération pour cet homme qui d'abord. Mais non, mais parce que quand tu dis que la France et l'Angleterre n'ont pas d'armes nucléaires, mais c'est catastrophique de dire ça. Je vous dis qu'ils sont à la tête de 290 têtes nucléaires. C'est énorme. C'est énorme. Comparé à l'addition de la Chine et de la Russie, c'est pas énorme du tout. Parce que si vous voulez. Mais c'est des millions de vies. Mais c'est des millions de vies.
Mais nous avons, enfin, réfléchissez, nous avons 290 têtes nucléaires et en Ouais. fait, nous avons 3 places où sont stockées les armes nucléaires. Je peux vous les donner et vous êtes sûrement incapable de me dire où ils sont stockés en France. Moi, je peux vous le dire. Et donc là, sur les 290 têtes, il y en a 40 qui sont dans les sous-marins et les 250 autres sont dans les stocks et la base de Montmarsan et Saint-Dizier. Alors, vous savez, je connais la stratégie nucléaire beaucoup mieux que vous et je peux vous dire que vous êtes à côté de la plaque. Mais tout à l'heure, vous avez oublié que la France en avait petit 1 et petit 2. Comme vous dites très bien, il y a 2 sous-marins nucléaires avec 40 têtes. Et en fait, il suffirait d'une seule pour déclencher un cataclysme mondial. C'est la seule chose qu'il faut savoir avec le nucléaire. La seule et unique chose qu'il faut savoir. Et si vous oubliez ça, vous oubliez tout. Vous ne connaissez rien. Si D'accord, vous voulez, ok, si on compare les connaissances que j'ai dans le domaine nucléaire et les vôtres, Ok. Vous êtes très intelligent et vous êtes parfait, vous avez raison. Non, mais je peux vous dire que d'abord, les sous-marins nucléaires ne transportent pas de bombes stratégiques, ils transportent Au contraire, on est forcément contre lui. Je veux dire, on est là dans un débat, on alimente le débat. Gérard, il a ses positions, il a ses chiffres, il est. Non, mais Richard, rien que ce qui vient d'être dit à l'instant est la preuve d'une parfaite méconnaissance, parce que les sous-marins nucléaires stratégiques des pays passent leur temps à naviguer avec des bombes nucléaires stratégiques, par définition. Donc le fait de dire que c'est pas le cas, mais c'est surréaliste. En fait, je pense qu'on n'est pas d'accord sur grand chose avec Gérard, puisque en fait, manifestement, Macron a un ascendant très fort au sein de l'Union européenne sur l'ensemble des pays importants de l'Union européenne, que ce soit l'Allemagne, la Pologne en ce moment, qui est le pays le plus proche en fait de la situation en Ukraine. Et donc c'est lui qui a fait que l'escalade a pu continuer pendant toutes ces années, qui a vraiment poussé. C'était pas aux États-Unis Biden qui poussait, c'était vraiment Macron qui a été sans cesse l'acteur de ça. C'est lui qui a réuni le monde entier à Versailles en mars pour convaincre tout le monde de faire une union sacrée contre la Russie. Et il n'a jamais arrêté d'avoir ce rôle de leader. Et pendant que Trump essayait de faire la paix, c'est encore Macron qui a remis au centre du jeu Zelensky, et que ça a été un piège pour Trump, qui fait que la paix a été retardée. Et si cette paix en Ukraine a été retardée, c'est également une des raisons pour lesquelles la Russie n'a pas pu et ne peut pas aujourd'hui s'occuper autant qu'elle le voudrait de sauvegarder son allié iranien. Et tout ça, c'est important. Parce qu'en fait, le tout, c'est pas de dire ce que les gens qui nous écoutent ont envie d'entendre. Moi, ça m'intéresse pas de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce qui m'intéresse, c'est leur dire la vérité. Alors, c'est très facile de flatter les gens et de leur dire en permanence qu'ils ont envie d'écouter, comme quand ils regardent un match de foot, comme quand ils regardent un truc. Mais là, on est dans la réalité concrète. C'était la même chose au moment où le Hezbollah a été détruit. Je disais, ça y est. Non, je ne vous ai pas interrompu, ça suffit. Non, mais attendez. Mais vous m'interrompez tout le temps. Vous êtes infernal. Vous me laissez finir. Non, mais vous me laissez finir. Je vous dis que je ne vous interromps jamais. Il n'y a pas que vous qui connaissez la vérité. Non, mais vous m'interrompez tout le temps. Laissez-moi parler. Mais vous me prendrez la parole. Mais c'est dingue, ça. C'est impolitesse. Vous êtes très impoli. Non, allez, Bertrand, arrête. Mais non, mais je suis interrompu alors que je suis en train d'essayer d'expliquer les choses. C'est pas possible. Non, et non. Pour cet homme, enfin, on peut pas. Mais il n'en a pas pour moi. Mais si, il n'en a pas. Et il n'en a pas pour les gens auxquels il parle. C'est parce qu'il explique. Il n'a pas de respect, enfin, il le dit. D'avoir été poussé dans ses retranchements. Enfin, c'est pas. Moi, je sens pas. Je sais pas ce que. J'essaie de répondre à ta question. Je réponds à ta question. Je m'adresse à personne d'autre que répondre à la question pour essayer que les personnes qui nous écoutent comprennent ce qui est en train de se passer et arrêtent de croire que Macron est une quantité négligeable dans ce qui se passe. Il est extrêmement dangereux au même titre que Netanyahou. Et les gens qui pensent que ce n'est pas le cas n'ont pas dû observer ce qui se passait en France depuis 7 ans, où il a réussi à éliminer toute la concurrence, à prendre tous les pouvoirs, à faire passer toutes les lois qu'il voulait, à avoir une valse des ministres. Il a même réussi à faire passer l'euthanasie par un ministre catholique, un premier ministre catholique qui s'appelle Bayrou. Il fait faire exactement ce qu'il veut aux gens tout le temps. Alors, que ça paraisse aberrant pour les personnes qui n'ont pas de respect pour lui, eh bien voilà, moi, cette personne, je le crains énormément. Et il a peut-être pas beaucoup de missiles nucléaires, mais il lui suffirait de 2 ou 3, et même pas 290. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 290 missiles nucléaires? Les gens disent, mais les autres en ont 700 000. Mais, ou 7 000 ou 10 000, mais ça ne sert à rien, 10 000. Il en suffit d'1 ou 2 ou 3 pour détruire une ville avec des millions d'habitants aujourd'hui. Donc dire que 290 c'est rien, c'est très bizarre comme raisonnement. Les missiles nucléaires, c'est pas des numéros dans une liste.
chacun, c'est des centaines de milliers ou des millions de personnes qui meurent. Ça change la face de l'humanité. C'est une région qui est détruite pour des mois. C'est ça la réalité du nucléaire. Il faut pas dire ils en ont pas, ils en ont trop. En fait, il devrait pas y avoir de nucléaire. Au moins, la guerre, ce serait comme à l'époque des chevaliers où les chefs se retrouveraient face à face. Mais il faut pas présenter la guerre comme ça aux gens. Moi, vous avez été confronté vraiment avec des militaires. Vous avez vécu dans l'armée, Monsieur Chevalier. Est-ce que vous avez été soldat? Ça fait 6 minutes Je veux dire d'intervention. une chose, On passe à Marc. Juste peut-être pour encore une fois, moi pour avoir fait pas mal de jeux de guerre pendant que j'étais à l'armée, avoir continué après puisque j'ai fait pas mal d'années de stratégie à très haut niveau. En fait, je pense toujours, puisque vous parliez des exercices faits par le Pentagone, que la personne qui est en face de moi est très intelligente et qu'elle est capable de faire tous les types d'analyses, les scénarios intelligemment. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus facile de multiplier les scénarios et les analyses. Donc effectivement, les Américains savent très bien ça. Les Israéliens savent très bien ça. C'est pour ça qu'ils ont commencé par tuer les responsables militaires. C'est pour ça que maintenant, ils menacent l'ayatollah Khomeini. C'est pour ça qu'ils ont détruit la télé nationale. C'est pour ça qu'ils font tout ça, parce qu'ils ne font cette guerre que pour changer le régime. Ils n'ont pas du tout envie d'avoir à affronter une guerre comme vous la décrivez, parce que ça ne sert à rien, puisqu'ils ont les moyens pour très peu cher de faire ce qu'ils ont réussi à faire en Syrie, ce qu'ils ont réussi à faire dans tous les pays. Ils ont changé le régime. Et quand ils ont fait ça en Irak ou puisqu'à chaque fois c'était la même raison, et ils vont le faire, et c'est leur seul objectif contre l'Iran. C'est évidemment pas de faire la guerre contre l'Iran ou d'envahir l'Iran, un pays de 90 millions avec des montagnes, puisque c'est très difficile de le faire avec l'Afghanistan. Donc à aucun moment ils envisagent ça. Ils veulent juste que l'Iran se balkanise avec des tribus, des haines, toutes les plaies qui ne sont pas refermées de cette guerre contre l'Irak, des sanctions, des choix stratégiques qui ont été faits, des mollahs par rapport à l'aristocratie, etc. Donc en fait, ils sont en train de souffler sur les braises puisqu'il n'y a plus de leadership en ce moment dans ce pays. Si vous avez écouté le discours de l'ayatollah Khamenei ce matin, c'était un tout petit discours. Et il faut l'écouter, c'était un discours de quelqu'un qui se sait condamné à mort et qui essaie juste de planter des graines en disant « Ne devenons pas le Japon, ne devenons pas le Vietnam, ne devenons pas tous ces pays qui ont essayé de faire une guerre ou autre, qui ont essayé de garder une foi, une identité et qui ont quasiment tout perdu. » C'était ça le discours de Khamenei. Donc la guerre, pour moi, le jour de toute façon où l'état-major a été tué, que le tiers des silos, etc., ont été tués avec des drones lancés de l'intérieur du pays, à très peu de coûts, eh bien, on savait qu'ils faisaient ça uniquement pour changer de régime et pour éviter d'avoir tellement de missiles envoyés. Parce que chaque jour, depuis le 12, il y a moins de missiles qui sont envoyés. Alors, il y en a effectivement qui font des dégâts à Haïfa, sauf que il faut imaginer la centrale à Haïfa, elle est énorme. Il y a un petit bâtiment quelque part qui a pris feu. Ils ont arrêté la centrale, ils répareront le bâtiment en question avec des missiles. Même les Russes, quand ils détruisent en Iran des centrales électriques, invariablement, quelques jours après, c'est réparé parce que un missile, c'est pas une bombe nucléaire. Un missile, c'est quelque chose qui, sur 2000 kilomètres, transporte quelques centaines de kilos d'explosifs, alors qu'un avion, il largue plusieurs bombes avec des centaines de kilos d'explosifs à un coût très faible. Et avec la logistique qui est organisée avec les Américains, le nombre d'avions, je vous dis pas le décalage. Le missile, c'est vraiment l'arme stratégique par excellence pour faire des trucs, mais pas pour faire une guerre, pour faire des trucs très ponctuels. Ce que nous ont montré les Russes. Ils ont utilisé très peu de missiles en 3 ans, les Russes. Mais encore une fois, moi je sais que je suis en terrain pas très solide, puisque Gérard Chevalier avec on va demander la pour faire tous les missiles que vous parlez, il y a besoin de métaux très particuliers, il y a besoin d'une industrie sidérurgique. Il n'y a rien de plus facile à détruire dans un pays avec quelques bombardements. Et en tout cas, il faut que ça arrive par bateau. Il faut. C'est beaucoup plus compliqué que ça à faire ce que vous dites. Absolument pas. Je vous entends et vous êtes très convaincant. Mais encore une fois, je suis désolé, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ah non, c'est pas n'importe quoi. Je vais vous dire qu'actuellement, il y a une liaison ferroviaire. Il y a une liaison ferroviaire entre l'Iran et la Chine. Tous les jours, des trains
des wagons-citernes livrent du pétrole à la Chine et au retour, vous avez du matériel chinois qui arrive en Iran. Vous voyez, donc c'est pas tout par bateau. Et quand, par contre, pour alimenter les Houthis au Yémen, oui, là, ce sera par bateau et ce sera probablement la Corée du Nord qui va être le principal fournisseur. Voilà, écoutez, en tous les cas, on vous remercie infiniment à tous les trois d'être venus participer à cette belle émission. Il y a eu énormément de monde ce soir, inutile de vous dire, peut-être que le sujet était passionnant. Et les acteurs, même s'ils se sont un peu frités, comme diraient les enfants, eh bien, en direct et à l'antenne, au moins ça a mis de l'animation, de la passion, et ça a répondu à certaines des interrogations que vous vous posez, en tous les cas, grâce à nos trois experts. Le mot de la fin, c'est que, encore une fois, c'est la seule stratégie actuelle des Américains, des Israéliens et de leurs alliés, c'est de renverser le régime iranien et de mettre à la place un régime très ami, ou alors que le pays explose dans une guerre civile comme la Libye. Et voilà, parce que c'est leur spécialité. Ils n'ont pas du tout envie d'envoyer des GI, ils n'ont pas envie d'envoyer des Marines, ils n'ont pas envie d'aller faire la guerre sur le terrain, ils n'ont pas envie que quoi que ce soit se passe. Donc c'est renversement de régime. Et quelques temps après, ce sera sanglant, hein, comme ce qui vient de se passer en Syrie. C'est leur seule stratégie. Donc après, tout le reste, moi je veux bien écouter, mais c'est pas ce qui se passera. Ils ne veulent pas de guerre. Ils ont lancé une opération militaire pour obtenir un changement de régime, pas pour faire la guerre. Donc ceux qui racontent ça, eh bien, je suis pas de leur avis, c'est tout. C'est mon mot de la fin. Ils veulent changer le régime en Iran. C'est leur seule stratégie. En fait, dans la lettre, j'explique justement le comportement de fans que les gens ont et qui n'aiment plus le beau jeu. C'est-à-dire qu'ils vont aduler quelqu'un qui donne un coup de boule, ils vont aduler quelqu'un qui fait une main, qui triche. Ils vont trouver tout à fait normal d'exclure la Russie des compétitions et d'avoir Israël. Ils vont applaudir une boxeuse homme qui tabasse des boxeuses femmes et qui a la médaille d'or parce qu'elle appartient à leur pays. Puisqu'il y avait beaucoup, malheureusement, d'Algériens qui, pendant les Jeux Olympiques, ont eu énormément de mal à imaginer que leur championne pouvait être un homme. Bon, maintenant, c'est prouvé, mais à l'époque, c'était que des insultes. Et ce que j'essaie de dire, c'est que les gens réagissent comme ça, en fait. Ils n'ont pas envie d'être face à la réalité, ils ont envie d'être face à ce qu'ils aimeraient être. Et c'est ce que j'explique pour le foot. En disant, voilà, les gens sont devenus des fans, et donc ils deviennent des hooligans quand le résultat qu'ils voulaient n'est pas celui qu'ils ont obtenu, ou quand les choses se passent pas comme ils veulent. Et tout ça, c'est devenu pitoyable, en fait. On est dans des sociétés de jeux du cirque. Donc, il n'y a pas l'envie d'écouter. Tu vois, par exemple, dans le chat, il n'y a pas l'envie d'écouter ce que je dis. Les gens vont être fans parce qu'ils ont déjà écouté 50 fois quelqu'un. Et quelqu'un qui va dire la contradiction, les gens ne sont même pas capables d'écouter ou d'entendre, en fait. Il y a un blocage parce que leur cerveau est devenu pavlovien sur une certaine idée. Non, mais je t'explique comment ça se passe et tu pourras l'observer des milliers de fois. Mais si, mais tu sais très bien, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des partis politiques qui ont une inertie. C'est pour ça. Non, mais laisse-moi juste finir ça. C'est pour ça qu'il y a des partis politiques qui ont une inertie. Aujourd'hui, le RN a les mêmes électeurs parce qu'il y a la bonne étiquette qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, alors que les positions du RN sont diamétralement opposées que celles qu'elles avaient. Parce qu'en fait, les gens ont pris l'habitude de voter pour ce parti parce qu'ils ont l'impression que c'est le parti qui les rassemble. Mais ils n'écoutent même plus le discours du parti en question. Ils savent pas que il est pour l'Europe, il est pour l'euro, il était pour le vaccin, il est contre la Russie, il est pour Israël. Donc c'est un parti qui dit exactement l'inverse de pratiquement tout ce pourquoi les gens votent pour lui. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer en fait dans cet article sur le foot. Je prends le prisme du foot pour dire comment en fait on a appris aux gens à être comme les jeux du cirque, à trouver sympa qu'un lion mange un humain, à trouver sympa. Et les gens sont à applaudir parce qu'ils voient des quartiers d'une ville qui se démontent en disant ah ben ils ont fait ça aux autres, c'est bien qu'on leur fasse à eux. Mais ça veut dire qu'on n'est pas mieux les uns que les autres. Il faut sortir de ça en fait. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, till freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low.
abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack.